Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode numéro 4 du podcast De Savate et d'épée, le podcast 100% arts martiaux français. J'espère ne pas trop vous avoir manqué, je vous apprécie. Et aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Alors que vous soyez en train de faire votre jogging, vos 10 000 pas, votre séance de sport ou de cuisiner, ouvrez bien vos oreilles parce que vous allez en apprendre des choses. Alors, restez concentrés. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 3 consacré à l'histoire de la savate, il est difficile de déterminer la paternité de celle-ci. Toutefois, il est évident que la matrice de cette pratique martiale est l'armée. Et la piste la plus vraisemblable semble être celle, comme nous l'avions dit, du passage d'un châtiment militaire corporel que s'infligeait entre les soldats à une pratique martiale, utilisant principalement les pieds chaussés. Pour rappel, le châtiment militaire corporel consistait à administrer des coups de chaussure au bas des reins. Rappelons également que la savate est avant tout une pratique d'autodéfense, trouvant son utilité dans la rue, lorsque le pratiquant est porteur de chaussures de ville à la semelle souvent cloutée, ou alors sur un champ de bataille par un soldat porteur de brodequins. Évidemment, ça fait mal. Rappelons aussi que les savatiers, lorsqu'ils s'entraînaient à la savate en salle, portaient des chaussons pour ne pas s'estropier. Et c'est ainsi on peut dire qu'ils pratiquaient le chausson lorsqu'ils étaient dans les salles. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au phénomène ayant permis le passage de la savate en tant que pratique martiale à celui de la boxe française traditionnelle. Nous allons découvrir l'ambiance des salles parisiennes et à travers elles, l'évolution de la savate en boxe française. Alors, accrochez-vous et direction le beau 19e. On sait que l'un des premiers à avoir fait commerce de l'enseignement de la savate est un certain Michel Pisseux, ou Michel Le Pisseux. C'est en tout cas le premier personnage documenté dont nous disposons. Joseph Charlemont, dans son ouvrage La boxe française historique et biographique, Souvenirs, notes, impressions et anecdotes, publié en 1899, attribue à Michel Pisseux des élèves aussi célèbres que le duc d'Orléans ou encore un lord anglais du nom de Seymour. Ah, mais ceci est impossible à prouver. Une chose est sûre, Michel Pisseux est l'un des premiers savatiers à avoir ouvert une salle dans le quartier parisien de la Courtille pour y enseigner la savate vers 1825. Il serait donc l'un des premiers à avoir condensé les techniques de la savate et avoir effectué un travail de synthèse didactique de façon à pouvoir les transmettre à un élève. Si on se penche sur les documents d'archives dont nous disposons, l'une des premières mentions attestées que l'on retrouve concernant Michel Le Pisseux est celle qui est faite par un journaliste de la revue La Mode, publiée en 1831. À la page 114, le journaliste explique ce qu'est une salle de chaussons ou une salle de savate et raconte que dans ces salles, je cite, les élégants de faubourg s'initient à l'art d'estropier proprement leur homme à coups d'énormes souliers ferrés. Il aborde ensuite l'existence du sieur Michel Le Pisseux, en disant, je cite une fois de plus, « C'est son nom, je n'y puis rien, et je vous jure, très élégante lectrice, que ce n'est pas ma faute s'il ne s'appelle pas autrement. » Le journaliste évoque également les leçons que dispense Michel aux gens du quartier de la Courtille et de la barrière de la Chopinette. Rappelez-vous, ces fameuses barrières, points de passage que nous avions évoqués dans l'épisode précédent. Toujours dans la revue La Mode, mais cette fois-ci du 1er janvier 1834, Michel Le Pisseux aurait signé lui-même un article publié sous la forme d'une lettre faisant l'éloge de l'usage du bâton sur les malandrins. Il semblerait bien qu'il en soit l'auteur, puisqu'il fait référence clairement au premier article le concernant, publié dans la même revue en 1831. Et, à la fin de cet article, il signe lui-même Michel Barabas LEP, 3 petits points.
professeur émérite de bâton, chausson et savate, membre de toutes les académies, ex-professeur bâtoniste de Monsieur le Duc de Chartres, rue du 29 juillet à Paris. Allez savoir pourquoi il n'a pas signé avec son nom en entier. Est-ce sa volonté? Est-ce celle du journal? Sans doute. Cela était-il disgracieux pour l'époque? Quoi qu'il en soit, Michel Lepisseux apparaît sous la mention Michel dit Pisseux dans les éditions de 1839 à 1841 de l'Almanach général des commerçants de Paris, sorte de catalogue regroupant l'ensemble des enseignes parisiennes. Il y apparaît à la rubrique professeur d'escrime avec deux adresses qui sont renseignées, le 32 rue des Martyrs et le 60 rue Coquenard. Ensuite, de 1848 à 1861, il apparaît en tant que Michel, maître d'escrime, dans ce même almanach. Ce grand savatier sera transformé en personnage de roman par Edmond d'Altonché, qui va le renommer, dans son œuvre Les Mémoires du vicomte d'Aulnys, Michel Casseux. Et du coup, il existe aujourd'hui une réelle confusion entre ce personnage de fiction, Michel Casseux, et le vrai Michel Lepisseux. De plus, ce dernier ne nous a pas laissé de traité, même s'il a vraisemblablement fortement inspiré la rédaction d'une brochure d'une 50aine de pages, je cite, Théorie pratique sur l'art de la savate appelée Chausson ou Adresse parisienne et de la canne, publiée en 1852 ou 1853 par un auteur qui semble être un de ses anciens élèves. De cette savate, synthétisée et transmise par Lepisseux à partir de 1825 et celle enseignée à partir des années 1840, il y a une réelle évolution. Comme le décrit Louis Leboucher dans son livre technique Théorie de la boxe française paru en 1844. Il y explique que la savate se veut dorénavant distinguée. Je cite, c'est-à-dire que dans notre méthode, la seule qui est parue jusqu'à ce jour, nous avons réuni tous les enseignements consciencieux dignes d'attention, ayant eu soin d'en bannir l'ancienne savate triviale. De même, le fondateur de l'hebdomadaire Le Sport, Eugène Chapuis, explique dans Le Sport à Paris, paru en 1854, que le terme savate devait être abandonné. Je cite, on disait autrefois tirer le bâton, la canne, la savate. Ce dernier mot a fait tout le mal. Il explique ensuite que le succès de la fréquentation des salles s'expliquerait par le changement d'appellation de savate en boxe française. On le voit ici, la savate souffrait d'une mauvaise réputation totalement injustifiée, mais sans doute véhiculée par les journalistes et les romanciers. Théophile Gautier l'évoquait également dans Le Maître de Chausson, comme nous l'avions dit dans l'épisode 3 de ce podcast. Il parlait alors du fait que la savate s'était désencanaillée pour devenir la boxe française. Quoi qu'il en soit, la pratique va se développer fortement, et de nombreuses salles vont apparaître. Il serait difficile d'établir une liste exhaustive des salles de savate, car certaines étaient informelles. Mais en se basant sur le travail du journaliste Jules Vallès, on peut dégager les 3 salles les plus fréquentées dans la période succédant à celle de la salle de Lepisseux. Celle des frères Lecourt, celle de Vigneron et celle de Leboucher. Commençons tout de suite avec la salle des frères Lecourt. Il serait d'ailleurs plus juste de dire les salles des frères Lecourt. En effet, ils semblent être ceux qui ont compris le plus rapidement l'intérêt commercial de la pratique de la savate et de la boxe française, car ces derniers possédaient plusieurs salles. L'une à la galerie Montmartre, l'autre passage des Panoramas et une dernière rue Tournon, toutes situées à Paris. Les frères n'ont pas laissé de traité, mais il est possible d'apprécier leur travail à travers les œuvres laissées par leurs élèves, et notamment Julien Leclerc et sa méthode. Dans ses écrits, Théophile Gautier fait de l'aîné des frères Lecourt, Charles, le père de la boxe française, en alliant les coups de pied de la savate et les coups de poing de la boxe anglaise. Jean-Antoine Charles Lecourt, né à Oisery en 1808 et mort à Épinal en 1894, était marié à une fille de la famille Loz, avec un S à la fin.
Famille réputée pour avoir fourni de nombreux maîtres d'armes. Selon Joseph Charlemont, Charles Lecourt aurait appris la boxe anglaise avec Adams, un boxeur anglais venu combattre à Paris en 1838, voire, si l'on en croit Alexandre Dumas, directement à Londres. Joseph Charlemont explique dans la boxe française historique et biographique que Charles Lecourt aurait eu comme professeur le grand Michel Pisseux. Charles va très tôt initier son frère cadet, Hubert, à la boxe française. La pratique des frères Lecourt semble se différencier de celle d'une défense de rue, où tout est permis. Leur jeu évolue vers une expression pragmatique de la boxe. Il s'agit d'un style sobre et dénué de coups superflus. Leur méthode est décrite par Jules Vallès, journaliste qui fréquentait les salles Lecourt. Je cite: Lecourt a serré les coudes, assis les reins, les jambes, il regarde en face, ne perd pas de temps. À part le coup de poing circulaire, il n'a guère que des coups droits, répétés, terribles. Il poursuit en expliquant: à la violence de l'élan, il a consacré son coup de pied d'arrêt chassé. Ainsi, les grands mouvements, coups de pied pris avec élan, sont remplacés par un jeu précis. Les coups dits en fronde, avec un temps de préparation important, sont délaissés pour des coups contrôlés, comme ceux d'une épée, avec une phase d'armée et le contrôle des touches. Cette vision de la boxe française des frères Lecourt fait écho à l'escrime et, on le voit, elle a pour ambition d'être ultra pratique. Les salles Lecourt sont fréquentées par une population diverse et distinguée. Jules Vallès décrit qu'elles sont fréquentées par des docteurs en médecine, des docteurs en droit, des fonctionnaires, des rentiers et des étudiants. On y compte même des aristocrates comme le duc de Mouchy ou de Vicence. Le fait que les salles des frères Lecourt soient fréquentées par l'aristocratie traduit aussi le fait que la boxe française n'est pas une forme violente du combat à outrance. Elle est toujours un moyen d'autodéfense, mais elle est pratiquée également dans un but de culture physique. Effectivement, la pratique serait courte pour les boxeurs s'ils se cognaient à pleine puissance. Les frères Lecourt perdraient des clients, et il est peu probable que les grands bourgeois et les aristocrates acceptent de se laisser pocher les yeux. Les frères Lecourt vont donc inventer une pratique pédagogique qui nécessite un temps d'apprentissage plus long que la savate. Que voulez-vous? Faut bien gagner sa croûte. Joseph Charlemont évoque dans son livre sur l'histoire de la boxe française quelques oppositions des frères Lecourt dans lesquelles ils se sont illustrés. En 1855, la revue Le Sport signale également 2 assauts auxquels Hubert aurait participé dans sa salle. À noter également un assaut relaté par Jules Vallès à Toulouse, où Hubert Lecourt aurait affronté Cadet de Moissac, qui aurait succombé sous les coups de Lecourt. Rien que ça. La pratique des frères Lecourt est résumée par Joseph Charlemont en un style simple et principalement en ligne basse. Le frère aîné était, selon Joseph Charlemont, le plus petit, et le frère cadet étant mort précocement, il ne resta que Charles, qui avec sa petite taille préférait sans doute utiliser des coups en ligne basse, expliquant ainsi le pourquoi on retrouve principalement des coups de pied donnés en ligne basse dans cette méthode. Enfin, c'est ce que nous en dit Charlemont. L'un des élèves des frères Lecourt, Julien Leclerc, publia en 1911 La boxe anglaise et française, dans laquelle il a retranscrit la méthode des frères Lecourt. Tous les coups de pied sont en dessous de la ceinture pour les assauts et les bras servent à se protéger, pas à s'équilibrer, comme le proposera plus tard dans sa méthode Joseph Charlemont. Partons maintenant pour la salle de Monsieur Louis Vigneron. Participant assidu des foires, ce saltimbanque, athlète et enseignant va profondément marquer la boxe française entre 1850 et 1870. Louis Vigneron est né à Paris en 1827. Il est célèbre grâce à l'exercice de l'homme canon qu'il effectuait parfois lors de spectacles de force. Le numéro consistait à faire poser un canon de 305 kg sur son épaule et à le maintenir jusqu'à ce que le coup parte. Joseph Charlemont fait une description physique de Vigneron et le décrit comme mesurant 1,80 m, pesant 95 kg
et ayant un TDB de 42 centimètres. TDB signifiant ici tour de bras, bien entendu. Avant d'être saltimbanque, cette force de la nature était apprenti tourneur mécanicien. Il reçut, d'après Joseph Charlemont, un petit enseignement de savate, de lutte et de bâton chez un certain Guérino. Il s'installera rapidement à l'arrière d'une petite salle d'un marchand de vin en tant que professeur de boxe. Il se fait connaître dans des spectacles de force à la salle Montesquieu de Paris qui regroupe un large public. En 1854, il s'installe réellement dans une salle au Château d'Eau, 4 rue de la Douane à Paris. 2 pièces constituent alors son gymnase. L'une des pièces est composée d'un sol sablé pour les exercices au poids et haltères, tandis que l'autre est utilisée pour la boxe française, la boxe anglaise, la canne et le bâton. Dans une publicité, publiée dans le journal Le Sport du 1er novembre 1855, on apprend même qu'il y dispense ses cours de 7 heures du matin à minuit. Infatigable, le bonhomme. La salle mesure environ 24 mètres carrés et permet d'accueillir une quinzaine d'élèves. À noter également la présence du fameux canon qui trône dans la pièce au sol sablé sur 2 tréteaux. Tous les premiers samedis de chaque mois, un assaut public y est organisé. Joseph Charlemont raconte qu'environ une centaine de personnes s'y rendent chaque fois. La salle a vraisemblablement été fréquentée par des boxeurs réputés, mais également des députés comme Auguste Chevalier ou des peintres comme Alfred Roll. Mais, selon Joseph Charlemont, ce sont surtout les militaires qui constituent les élèves de Vigneron. Jules Vallès parle de Louis Vigneron comme d'un fils du faubourg ressemblant à un héros de la palestre antique. En le décrivant comme un fils du faubourg, il met en avant son aspect artiste saltimbanque et homme de rue. En le décrivant ensuite comme un héros de la palestre antique, il le décrit comme un homme équilibré, un gymnaste grec, un homme complet qui réunit le bon et le beau, le kalos kai agathos, comme disaient les Grecs. Néanmoins, il le décrit comme un boxeur moins efficace que Lecourt. Je cite: et cependant, il est peut-être inférieur à Lecourt, tout petit que soit Lecourt, parce qu'avant d'arriver à la régularité du jeu droit, Vigneron a passé par le jeu large, moitié parisien et marseillais. Il en a gardé malgré lui des souvenirs. Citation apparaît dans une série d'articles Les Saltimbanques, publié dans le journal L'Époque dans l'année 1865, rédigé par Jules Vallès. Mais Lecourt et Vigneron ne se sont jamais rencontrés en assaut. La remarque de Jules Vallès est tout de même digne d'intérêt. Elle permet de faire état de 2 jeux différents à cette période. Un style dépouillé et efficace, celui des frères Lecourt, et un style plus spectaculaire, celui de Vigneron, avec des coups plus circulaires. Après tout, Vigneron est un homme de spectacle. Cela transparaît sans doute dans sa boxe. Tout cela n'empêche pas que Vigneron conserve dans son enseignement une volonté d'efficacité concernant la défense personnelle, car il utilise à la fois les jambes et les poings. D'après Joseph Charlemont, Vigneron réalisera d'ailleurs un assaut avec le boxeur anglais Cunningham. Joseph Charlemont explique que Cunningham aurait fait asseoir Vigneron aux 4 endroits désignés, signifiant ainsi que le boxeur anglais aurait couché Vigneron durant l'assaut. L'assaut se serait tenu selon les règles de la boxe anglaise, empêchant Vigneron d'utiliser les pieds et d'exprimer tout son art. À partir des années 1860, la boxe de Vigneron semble se dévêtir de son aspect spectacle pour devenir plus sérieuse. Effectivement, la société française va bientôt connaître la fin du Second Empire et la montée en puissance de la Prusse inquiète les Français. L'article sur Louis Vigneron paru dans la revue Le Sport le 24 février 1858 est révélateur de cette évolution. Je cite: la boxe française est une science profonde qui exige beaucoup de sang-froid, de réflexion, de calcul, d'agilité et de force. C'est le plus beau développement de la vigueur humaine. Une lutte sans autres armes que les armes naturelles et où l'on ne peut jamais être pris au dépourvu. Théophile Gautier. Ces paroles d'un connaisseur émérite en matière de plaisir violent
nous revenait en mémoire au dernier assaut du gymnase Buffo, où nous admirions les allures remplies de grâce de monsieur Louis Vigneron, et nous désirions bien vivement que les spectateurs profanes comprennent jusqu'à quel point ces leçons tutélaires sont supérieures comme exercice hygiénique. Cet organe de presse ne fait plus l'éloge de la force de Louis Vigneron, ni d'un autre saltimbanque dans ses colonnes. Un autre type de discours s'amorce. La diminution des assauts vignerons après 1865 ainsi que la reprise de ses tournées coïncident avec ce changement, laissant apparaître un Louis Vigneron moins tourné vers le spectacle. Sa salle connaît le succès au point d'engager plusieurs prévôts pour enseigner. En particulier, à partir de janvier 1855, son frère Charles vient l'aider pour l'enseignement de la canne. Louis Vigneron connaîtra finalement une fin tragique, comme en témoigne Hubert Renaud lors de la séance du 22 août à Boulogne-sur-Mer, où Louis Vigneron trouva la mort de manière pathétique. Il est vrai que la guerre vient de se terminer et que les esprits ne sont peut-être pas enclins à admirer les exercices de force. Après une série d'assauts, Louis Vigneron réalise le numéro qui provoque sa perte. Je cite: Hélas, le pauvre impresario n'avait guère été entendu. Nous étions à peine une vingtaine. Il devait pourtant avoir grand besoin de réussir, car son installation était bien modeste, pauvre même. Quelques planches posées sur le sable, une mauvaise bâche pour garantir du soleil, et quelques bancs de bois mal équilibrés. Après quelques exercices de lutte et d'haltères auxquels Vigneron ne prit pas part, on apporta le fameux canon. Il était énorme et 4 hommes vigoureux pouvaient à peine le soulever sur des barres. J'ai ouï dire qu'il pesait 600 livres. Je ne sais, mais ce que je puis affirmer, c'est que j'y ai vu verser 1,5 hectogramme de poudre et le bourrer à toute force. Je me rappelle qu'à ce moment-là, Vigneron dit qu'il se sentait mal disposé. Il se tenait en effet le front dans la main, paraissant souffrir de la tête. Pourtant, on lui mit le canon sur l'épaule. C'était effrayant de penser quelle devait être la force prodigieuse de cet homme, dont les jambes solides comme des piliers de pierre supportaient sans fléchir ni tomber une masse de métal que 4 hommes avaient eu grand-peine à élever jusqu'à lui. Pourtant, il se baissait quand on lui mettait le canon sur l'épaule et se relevait avec. On mit le feu, une détonation terrible retentit, et au milieu de la fumée, je vis Vigneron chanceler, et, sans chercher à rejeter son canon, semblant s'y cramponner plutôt, s'abattre de toute sa hauteur sans pousser un cri. Un craquement sourd nous fit frissonner jusqu'aux moelles. L'énorme masse de cuivre lui avait broyé le crâne sur les madriers du plancher. Il était tombé à gauche et le canon était sur l'épaule droite. Vigneron était perdu. Mais la vie était trop intense en ce corps vigoureux pour qu'elle pût l'abandonner en 1 minute. La tête broyée était aplatie de l'épaisseur de 3 doigts, mais les mouvements du thorax duraient encore, et à chaque expiration, la bouche béante aux dents brisées rejetait de toute sa largeur un flot de sang. À tous ceux qui mangent, bon appétit. Avec la mort brutale de Louis Vigneron, la grande épopée foraine de la boxe française s'éteint. Aventurons-nous maintenant dans la salle de Louis Le Boucher. Louis Armand Victorin Le Boucher, né le 14 septembre 1807 et mort le 8 septembre 1866 à Paris, est probablement l'un des professeurs qui a le plus marqué la boxe française. Il est originaire de Rouen et il est l'auteur connu du premier traité sur la boxe française, paru en 1844, comme nous l'avons dit au début de l'épisode. La lecture de celui-ci permet d'affirmer que les techniques qui constituent la boxe française sont alors quasiment déjà toutes connues à l'époque. Dans cette version, la puissance des coups de pied provient des déplacements du corps. Les coups sont donnés avec élan, sans réel contrôle possible avant que leur action ne se termine. On y retrouve aussi les techniques de poing, mais elles restent rudimentaires par rapport à la version de son traité de 1853, où l'influence de la boxe anglaise ressort davantage. D'ailleurs, la première version de 1844, qui s'intitulait Théorie de la boxe française, s'appelle dans sa version de 1853 Théorie de la boxe française et anglaise. Sa méthode
est plutôt axée défense et elle exclut, d'après Joseph Charlemont, les assauts courtois. Les élèves viendraient dans ces cours pour connaître, je cite, les passements de jambes et autres rentrées violentes. Charlemont, toujours, résume la méthode de Leboucher ainsi. Son enseignement était plutôt brutal et instinctif. Jules Vallès, quant à lui, fait une description intéressante de Leboucher dans un article paru dans le journal L'Époque du 22 juin 1865. Je cite: Le père Leboucher, lui, gros comme un muit, c'est une sorte de tonneau, avec une voix de vieux grognard, une mine rébarbative, est un tireur de canne des plus terribles, et il faut entendre le poteau vibrer sous son coup de poing. Il n'y va pas de main morte, soit qu'il frappe, soit qu'il enseigne. Et le corps à corps pouvait ne pas lui réussir. Pourtant, dispenser un enseignement sévère ne l'empêchera pas de développer son commerce, puisqu'il est l'un des professeurs qui aura le plus de salles. À partir de 1843, le boucher va multiplier les salles à Paris, et le choix de certaines d'entre elles est révélateur. Il commence rue de la Michaudière, près des grands boulevards, avant de s'installer rue Choiseul. Puis il reprend la salle d'un certain maître Laribaud, au passage Verdeau. Un personnage haut en couleur, ce Laribaud, rescapé de Trafalgar en 1805 et qui prétendait, selon ses propres dires, avoir également survécu au radeau de la Méduse. Nous n'avons aucun moyen de le confirmer, mais avouez que si c'est vrai, le personnage est absolument romanesque. En tout cas, il ne figure pas sur la liste des rescapés. Étrange. Laribaud est également l'auteur d'un traité sur la canne paru en 1856, discipline que Leboucher enseignera lui aussi. Et l'on peut raisonnablement supposer que cette proximité entre les deux hommes n'est pas sans influence sur sa pratique de la canne. Il en va de même lorsqu'il reprend la salle de Michel Lepisseux, lequel a probablement eu une influence décisive sur la conception de sa boxe, car on ne reprend pas la salle de quelqu'un sans avoir eu avec lui une relation de transmission, qu'elle soit formelle ou informelle. À son apogée, le boucher dirigera 4 salles simultanément, et notamment rue de la Martine et rue de l'Arcade. Pour les Parisiens qui nous écoutent, rien ne vous empêche d'aller flâner dans ces rues. Elles existent toujours pour la plupart, et je vous laisse imaginer ce que furent ces salles bouillonnantes. Un tel succès de sa méthode laisse apparaître, en plus d'une pratique d'autodéfense, un aspect hygiéniste d'entretien du corps et très probablement vendu comme tel. Ainsi, l'aspect autodéfense de la savate et de la boxe française n'est plus suffisant pour fructifier sur le marché. L'effet positif sur la santé est lui aussi pris en compte et mis en avant par les professeurs. Toujours selon Joseph Charlemont, la salle de Leboucher, malgré ses manières rudes, est fréquentée par la haute bourgeoisie. Ainsi, on y retrouve le grand maître Rossini ou encore le maire de Saint-Germain. En revanche, elle semble peu fréquentée par les aristocrates. À noter que Louis Leboucher est un grand ami d'Hubert Lecourt. Ainsi, tout ce petit beau monde qui enseigne la boxe française se connaît et se côtoie. Dans certaines publicités, Louis Leboucher nomme sa méthode adresse, laissant apparaître ainsi l'évolution de sa méthode qui comportait tout d'abord un aspect autodéfense et intégrera ensuite un aspect hygiène et santé du corps. Ainsi, Louis Leboucher est le représentant d'une forme de boxe intermédiaire entre deux pratiques, la savate ancienne et la boxe française des frères Lecourt, laquelle développe un aspect pragmatique visant l'efficacité et se développe en parallèle à la boxe spectacle ou représentation mise en avant par Vigneron. À sa mort en 1866, le prévôt de Leboucher, de Vost, reprend le flambeau du maître, sans pour autant connaître la même notoriété. Il va sans dire qu'il n'y avait pas que ces 3 salles, celle des frères Lecourt, celle de Louis Leboucher et celle de Louis Vigneron. Mais elles sont celles qui sont le plus représentatives de cette époque. Sachant que la savate puis la boxe française est également pratiquée dans des cercles plus restreints, à l'arrière des salles de café ou des salles de marchands de vin, comme Louis Vigneron à l'époque. Au milieu de toutes ces méthodes, la boxe française n'est pas uniforme. On l'a vu, toutefois des rencontres vont avoir lieu non pas sous la forme de combat, comme en boxe anglaise, mais plutôt sous la forme de représentation organisée. Au passage,
Si la boxe anglaise est connue depuis le début du 19e siècle en France, elle y est fort peu développée. D'ailleurs, le fonctionnement de la boxe anglaise et de la savate, puis de la toute nouvelle boxe française, sont très différents. La boxe anglaise est basée sur la continuité des coups de poing, la durée de l'échange ainsi que les paris et le spectacle compétitif qui y sont associés. Tandis que la savate, lorsqu'elle était pratiquée dans la rue, était basée sur l'arrêt, les coups de pied et la recherche d'une opposition la plus courte possible. Cela ne va pourtant pas empêcher que se tiennent des rencontres opposant savatiers et boxeurs anglais, puis boxeurs français et boxeurs anglais. La première rencontre documentée s'est déroulée en Normandie, dans la ville d'Avranches, dans la propriété de Monsieur Moggeridge. Elle est relatée dans la revue anglaise Famous Fight Past and Present, le numéro 29, publié en 1901. Elle se serait déroulée en 1845 et aurait vu s'affronter un boxeur français du nom de Plénier et un boxeur anglais du nom de Coutts. Cette rencontre a été organisée par le Jockey Club, qui instaura un prix de 500 francs. Plénier était le meilleur élève des frères Lecourt. Coutts, lui, était un représentant moyen de boxe anglaise. Il est d'ailleurs l'auteur d'un livre en langue française, L'art de se défendre, ou Traité de la boxe anglaise paru en 1843. Lors de la rencontre, chaque boxeur utilise les coups propres à sa méthode. L'opposition se déroule sur la pelouse, dans une sorte de ring à 3 heures de l'après-midi. En voici le compte-rendu. Il, Plénier, commença les opérations en dansant autour de Coutts avec beaucoup de grimaces et de contorsions dans le but de dérouter l'adversaire. Mais Coutts pivotait bien en gardant haute sa garde et sans quitter les yeux de son adversaire. Soudain, le Français lança un dangereux coup de pied au creux de l'estomac et rapidement doubla à la tête. Mais Coutts esquiva rapidement les deux coups par un saut en arrière. Sur une nouvelle tentative, Coutts bondit et d'un terrible coup lui fractura le nez, l'envoyant à terre avec le sang coulant à torrents par ses narines. La soudaineté et la sévérité du coup avaient foudroyé Plénier. Mais, se relevant lui-même, il fonça la tête en avant. Bob, c'est-à-dire Coutts, esquiva en arrière et donna un uppercut du droit sous le menton qui l'envoya rouler sur le gazon. Le professeur était déconcerté par ces ripostes et maintenant ne désirait plus être à portée des terribles coups de celui qui était son ennemi. En vain, son noble patron lui criait des encouragements, le poussant à aller au travail. Le professeur était timide et hésitant sur ce qu'il convenait de faire. Coutts avança rapidement en un éclair, frappa droite et gauche et le renvoya au sol. Pour la troisième fois, le Français vint très lentement vers le scratch, c'est-à-dire le centre du ring. Il était vraiment rusé et prudent maintenant. Et un de ses coups de pied vicieux toucha Coutts, pas dans l'estomac comme prévu, mais sur le tibia. C'était un coup douloureux et il eut pour effet d'exciter la colère de l'Anglais. Bob alla en direct et toucher Monsieur de ses 2 poings à la tête et au corps dans un style tellement vigoureux que le Français leva les bras et cria d'arrêter le combat. Le représentant de la boxe française fut ainsi ignominieusement battu en 9 minutes. Ainsi, Plénier n'était peut-être pas entraîné à l'enchaînement des coups de poing. Et en opposition, les pieds seuls ne peuvent défaire un boxeur habitué à encaisser et esquiver les poings plus rapides que les pieds. Car oui, Plénier utilisait uniquement les pieds dans cette rencontre. Si les boxeurs anglais ont une certaine expérience du ring, les savatiers, eux, sont néophytes. Les Anglais possèdent une avance sur les boxeurs français, surtout si ceux-ci combattent selon les règles qui sont celles des boxeurs anglais. Autre rencontre notable, celle entre Louis Vigneron et un certain Linghem, relatée par Joseph Charlemont, qui explique le manque de vigueur du travail des poings de Vigneron. Intégrant les règles de la boxe anglaise, les boxeurs français parviennent à tenir tête aux boxeurs anglais. En témoigne l'exemple de l'opposition entre le Montpelliérain Charles Ducrot et l'anglais Cribb, qui se terminera sur une égalité. Autre rencontre notable, celle du 20 avril 1852 qui s'est déroulée à la salle Montesquieu à Paris et qui aurait eu lieu entre un certain Dixon, boxeur anglais, et Rambaud. C'est pas ma guerre. Non, pas ce Rambaud-là. Rambaud, R-A-M-B-A-U-D, appelé aussi La Résistance, élève de Louis le Boucher. Cette rencontre a eu un grand écho.
puisqu'elle fut même, l'objet d'un poème. Mais nous n'avons pas de compte-rendu de la rencontre en elle-même dans les journaux de l'époque. Cette rencontre ne permet pas d'ailleurs de déterminer laquelle des disciplines est la meilleure, car les règles de celle-ci sont ambiguës. Et Rambo aurait visiblement brisé le bras de son adversaire en l'emmenant au sol. Joseph Charlemont nous rapporte dans son œuvre déjà précitée, Histoire de la boxe française, la boxe française historique et biographique, que Louis Vigneron aurait affronté également le dénommé Dixon et qu'il l'aurait tenu en respect grâce à l'utilisation de ses pieds. Mais là aussi, aucun journal de l'époque ne relate cet événement qui aurait pourtant dû faire parler de lui. En revanche, dans le journal Le Sport du 26 janvier 1855, on trouve une petite annonce dans laquelle Vigneron met au défi n'importe quel boxeur anglais qui le souhaiterait. Voici ce que nous en dit l'annonce. Je cite: Les opinions sont depuis longtemps divisées sur le mérite comparatif de la boxe anglaise et de la boxe française. Les uns assignent à la première la supériorité comme moyen de défense. Les autres veulent que la prééminence appartienne à la seconde. Jusqu'ici, aucune épreuve décisive n'est venue mettre un terme à cet antagonisme. Monsieur Louis Vigneron, 6 cité du Vaux-Hall, derrière le château d'eau, l'une des plus complètes expressions de la boxe française, peut-être la plus complète, animée d'un sentiment de nationalité auquel nous applaudissions, propose à tout champion anglais ou américain un assaut définitif propre à déterminer un rang au parti qu'il représente. Une somme d'argent serait déposée si l'adversaire l'exigeait. Cette obligation serait naturellement réciproque. On le voit, les comparaisons entre boxe anglaise et boxe française excitent les nationalismes. Quoi qu'il en soit, étant donné la diversité et la profusion des différentes méthodes en boxe française, chaque professeur et pratiquant va forcément chercher à prouver que sa méthode, ou celle qu'il pratique, est la meilleure. Ainsi, les rencontres entre pratiquants de boxe française vont se développer sous différentes formes, avec la plus aboutie qui consistera en des oppositions publiques en compagnie du beau monde parisien. Voyons cela tout de suite. Dans son mémoire de Léonard, ancien garçon maçon, Martin Nadeau mentionne que les assauts de savates entre ouvriers existent dès 1833. Nous avions déjà cité cet ouvrage dans l'épisode précédent. Mais à l'époque, on ne connaît pas encore les règles de ces assauts. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour avoir le détail de ces rencontres. Ainsi, le 17 mai 1847, les frères Lecourt organisent un assaut-concert dans la salle des variétés de Saint-Quentin, où Hubert a ouvert une salle l'année passée. Mais, étant donné qu'il quitte la ville, il lui fait ses adieux en organisant cet événement. Qu'est-ce qu'un assaut-concert, me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'un spectacle public alliant des assauts et des intermèdes musicaux. Le journal de la ville du 23 mai 1847 évoque la chose comme suit. Cette fois, ce n'était plus, comme aux précédents assauts, une réunion purement composée d'hommes, et les dames y étaient dans une notable proportion. La présence des dames traduit la violence limitée de l'événement qui ne s'apparente pas à un combat de boxe anglaise où la vue du sang pourrait répugner la jante féminine. De plus, un programme est distribué sur lequel figurent des assauts d'enfants boxeurs, des démonstrations de voltigeurs de cannes et des intermèdes musicaux. Charles Lecourt va même jusqu'à pousser lui-même la chansonnette au cours de la soirée. En août 1847, des rencontres entre différentes salles de boxe française parisiennes sont organisées. 2 journaux en parlent longuement et l'événement connaît un grand succès. Le journaliste Charles de Matarel écrit dans le journal Le Siècle un article à la date du 16 août 1847 à ce sujet, dont le titre donne un aperçu du programme. Cirque des Champs-Élysées, pugilat, assaut de Cannes, bâton par les frères Lecourt de Paris, assaut de boxe par des boxeurs anglais et américains. Théophile Gautier est le rédacteur du second article paru dans le journal La Presse le même jour. Le spectacle n'a pas le premier rôle dans l'établissement où il se déroule car il se tient en après-midi et pas en soirée. Mais il semble tout de même connaître un certain succès si l'on en croit l'article de Théophile Gautier. Le directeur de l'établissement
a d'ailleurs demandé par lettre datée du 6 août 1847, adressée aux autorités, la possibilité de faire tenir cette représentation et plus particulièrement les combats de boxe anglaise. En voici la teneur, pardon. Donné dimanche prochain à 2 heures de l'après-midi dans le cirque des Champs-Élysées un spectacle entre des boxeurs anglais et américains, un assaut de pugilat parisien par des maîtres de ce genre et un assaut de bâton par les frères Lecourt. À la fin de sa lettre, le directeur, M. Gallois, ajoute: J'ai pris les dispositions nécessaires pour que tout soit décent et convenable dans ce spectacle, qui aura pour le public l'attrait de la nouveauté et de l'originalité. Le spectacle est admirable selon Matarel et Gautier qui ne tarissent pas d'éloges pour les frères Lecourt. Il en va de même pour les boxeurs anglais et américains, dont ils disent: Ils ont pris dans leur force même, dans leur profonde science, le moyen de représenter au public parisien une véritable boxe, sans attrister en rien ce spectacle. Ils se donnent de terribles coups, mais leurs mains sont gantées. Mais l'affaire va tourner court, puisque dans une lettre du 16 août 1847 que le préfet de police de Paris adresse au ministre de l'Intérieur, celui-ci semble surpris que les spectacles contiennent des assauts de boxe, de cannes et de bâtons. Comme le dit Matarel dans son article, les boxeurs anglais se sont échangés de terribles coups de poing, mais le sang n'a pas coulé. Il poursuit en expliquant qu'il n'y a ni œil poché, ni dents cassées, ni yeux arrachés. Malgré cela, les autorités vont interdire que ne se tiennent de nouvelles représentations. En effet, la révolution de 1848 et la mise en place de la Deuxième République ne favorisent pas la reprise de tels rassemblements. Les autorités ayant peur de ceci, étant donné que l'apologie de la violence qui pourrait y être faite pourrait devenir le point de départ d'un soulèvement dans cette période de changement fréquent de régime politique. Le spectacle le plus violent au cours de ces représentations étaient bien les combats de boxe anglaise, car la codification des assauts en boxe française et les conventions mises en place limitaient fortement les effusions de sang. Dans le cas de cette représentation, la boxe française a souffert de voir ses assauts se tenir au cours du même événement que les combats de boxe anglaise. Concernant les conventions en boxe française, Joseph Charlemont décrit les règles en vigueur dans un assaut de boxe française à cette époque dans son livre La boxe française historique et biographique. L'assaut oppose Louis Vigneron et son prévôt Charles Ducrot, montpelliérain d'origine. Je cite: Il, Charles Ducrot, était un peu rageur. C'est lui qui, à la salle Montesquieu, jeta ses gants au visage de ce colosse de Vigneron qui, abusant de sa force, ne s'était pas arrêté après un coup touché. La scène fut comique. Vous étiez touché, vous deviez annoncer le coup, monsieur Vigneron, s'écria le boucher qui dirigeait l'assaut. Vous, répondit Vigneron, je vous en rends 18 de 20. Je crois bien, riposta le boucher de sa voix au timbre enchanteur, parce que vous avez de grandes jambes. Charles Ducrot et Vigneron finirent par s'embrasser aux applaudissements du public. Ainsi, les assauts à la touche déclarée comme en escrime semblent être la règle commune dans ce genre de rencontre. Les boxeurs doivent, lorsqu'ils reçoivent le coup, car ils n'arrivent pas à l'esquiver ou le parer, annoncer « toucher » à haute et intelligible voix, s'arrêter et revenir en garde afin de pouvoir reprendre la rencontre. Vous imaginez bien que compter sur la bonne foi de tous les tireurs est un peu naïf. La tricherie est bel et bien possible, comme nous le relate par exemple le journaliste Jules Vallès dans cet exemple opposant l'un des frères Lecourt à un certain Cadet de Moissac. L'attitude de Moissac obligea Hubert Lecourt à appuyer davantage les coups qu'il donnait. Je cite: Il eut un assaut célèbre, c'était à Toulouse, où il, Hubert Lecourt, allait ouvrir une salle et donner des leçons. Le gant était tenu par un méridional vif et plein de confiance en lui, nommé Cadet de Moissac. On n'avait pas de masque, c'était le méridional, je crois, qui avait demandé à ce qu'on combattît nez découvert. L'assaut s'engagea. Cadet était atteint et ne cria pas touché. Atteint encore, il nie. Je vais marquer les coups, fit Lecourt. Et alors, la grêle commence. Lecourt enfin s'arrête, lève son gant et montre à Cadet la peau toute chaude de son nez collée au cuir. Êtes-vous touché? Dit-il. Ainsi donc, l'assaut à la touche annoncée marque une différence fondamentale avec la boxe anglaise, où le but est de mettre l'autre hors combat, alors qu'en boxe française, l'autre reconnaît sa défaite une fois touché. La boxe anglaise est bel et bien une discipline de spectacle et de compétition,
tandis que la boxe française est une pratique de défense et de distinction sociale. Savoir laquelle des deux disciplines est la plus efficace relève de l'orgueil national, même si pour Jules Vallès, la boxe française est supérieure. Jules Vallès n'est pas un observateur neutre, rappelons-le. Il est lui-même élève de Lecourt, et il le dit sans détour, il est partial et l'assume. C'est peut-être ce qui rend son témoignage si savoureux. Jugez-en par vous-même. Pour dire la vérité, et après avoir assisté ici à quelques rencontres sérieuses, je regarde le jeu français où le pied attaque comme autrement dangereux que la boxe anglaise. Nous avons 4 membres à notre service, soit 4 ressorts qui jouent en équilibre et se détendent comme toutes les lames d'un couteau de Châtellerault. Je parie tout ce qu'on voudra pour le cours contre John Mace, dans un combat sérieux. Les Anglais ne frappent que d'un bras. Ils acquièrent avec le temps des facultés de développement et d'extension considérables. Mais la longueur des jambes supprime bientôt les distances. Et si j'avais 3 ans de salle au lieu d'en avoir seulement 6 mois, je ne craindrais pas ce que me semble sur le pavé un boxeur d'adresse moyenne entraîné par un Anglais. Que cette conviction, mon cher Lecourt, soit la vôtre. Et en élève reconnaissant, je vous serre d'ici le pied qui m'a appris le coup d'arrêt. À partir des années 1850, et même si la boxe conserve avant tout son aspect autodéfense, le fait de la pratiquer pour être en bonne santé devient un argument de vente en plus. D'ailleurs, la demande sociale alimente cet aspect. Mais ceci n'empêchera pas qu'elle apparaîtra comme suspecte aux yeux des autorités, l'obligeant à évoluer. En 1848, effectivement, l'autorisation d'organiser des spectacles de curiosité comme les tours de magie par exemple ou les phénomènes de foire, de même que les représentations athlétiques, de boxe, qui font partie des spectacles, dépendent du préfet de police de Paris. L'autorisation de représentation pour le théâtre, elle, dépend du ministre de l'Intérieur. Or, nous l'avons vu, l'interdiction du spectacle des Frères Lecourt en 1847 par peur du désordre dans cette période de changement de régime successif va contraindre la pratique de la boxe française à évoluer. La peur des autorités semble surtout être fixée sur la boxe anglaise, comme l'indique la lettre de monsieur le préfet de police à son Excellence, le ministre de l'Intérieur, le 16 août 1847. Je cite: cela pourrait provoquer des désordres entre les combattants et même entre les spectateurs amateurs des luttes en question. Et celui-ci rajoute: ceux-ci, sous-entendu les combattants, établissent entre eux des paris et quelques-uns vont jusqu'à vouloir se mesurer avec les tireurs et les boxeurs. Nous l'avons dit, les paris vont de pair avec les combats de boxe anglaise et les autorités considèrent que cela peut favoriser les débordements dans le public, nous l'avons évoqué. Pour les frères Lecourt, la solution est claire. Il faut dissocier les rencontres de boxe anglaise et celles de boxe française. Mais les rencontres de boxe sont surveillées sous le Second Empire et les assauts publics sont toujours à la limite de l'interdiction, comme nous l'explique l'article du journal Le Sport du 28 janvier 1857. Je cite: assaut grisier, assaut vigneron. Au moment de l'ouverture, un sergent de ville est venu s'opposer aux exercices gymnastiques et spécialement aux engagements de boxe française et anglaise. Après des pourparlers, un seul jeu de boxe française a été toléré entre messieurs Vigneron et Sika du Sénégal. Monsieur Vigneron est cependant le professeur qui a donné précisément dans le même endroit il y a moins de 6 mois 2 assauts de même genre, à l'issue desquels il a fait une quête au profit exclusif des inondés. Ainsi, l'apparition des assauts à la touche déclarés provient à la fois d'une conception de la boxe française par les instructeurs qui se rapproche de celle de l'escrime, mais aussi du contexte historique et politique de l'époque, de telle sorte que les assauts ne puissent être associés à un combat de boxe anglaise dont la violence affichée ne sied aux convenances de l'époque. L'obligation de cesser son action lorsqu'on est touché et de revenir en garde après avoir déclaré avoir été touché, empêche l'enchaînement des coups, limite l'effusion de sang et empêche le hors-combat ou knock-out, comme disent nos voisins outre-Manche. Cette pression des autorités va d'ailleurs influencer le vocabulaire lui-même, puisque le terme adresse française que nous avons évoqué tout à l'heure n'est pas apparu pour rien. C'est Joseph Charlemont lui-même qui nous en donne une explication. En effet, il rapporte que ce terme aurait été adopté un temps par les professeurs et maîtres d'armes pour désigner la boxe française afin d'éviter que les représentations ne soient interdites. En effet, suite à l'émoi que provoqua chez l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, quelques assauts auxquels elle participa, les jugeant trop violents,
Les autorités, comme nous l'avons évoqué, avaient commencé à mettre des bâtons dans les roues à nos chers maîtres pour interdire les représentations. Le terme adresse fut mis en avant pour inspirer une pratique plus gymnique de la boxe, plutôt que de mettre en avant l'aspect opposition. Nous voilà donc au terme de notre tour des salles parisiennes. Bourgeoises, aristocrates, militaires et hommes de spectacle, tous ont contribué à façonner cette boxe française encore jeune et déjà multiple. Mais justement, parlons des militaires, car si c'est l'armée qui a, selon toute vraisemblance, donné naissance à la savate, c'est vers elle que la boxe française va peu à peu revenir, cette fois par la grande porte. Au milieu du XIXe siècle, l'armée française se transforme en armée de métier. Les soldats effectuent un service militaire d'une durée de 7 à 8 ans, ponctué de périodes de permission. Mais les dispenses sont fréquentes et les plus riches qui sont tirés au sort peuvent monnayer leur place auprès des familles les plus pauvres sans le sou. Les riches sont donc privilégiés. Les différentes armes sont séparées, c'est-à-dire que chaque corps d'armée est rattaché à un ministère spécifique. Il n'y a donc pas de formation homogène en gymnastique et pratique martiale pour les armées. De plus, chaque garnison dispose d'une certaine autonomie quant à la dispense des séances et des disciplines enseignées. Même s'il est vrai que depuis l'initiative du colonel Amoros, un effort a été fait dans l'armée de terre avec la création de 7 gymnases à travers la province, permettant ainsi de répandre la méthode amorosienne. Toutefois, le changement de régime et l'éviction du colonel Amoros fait que ce début d'uniformisation reste très limité. À noter tout de même que sous l'influence de l'élève d'Amoros, le capitaine Dargy, et celle de Napoléon Lesné, la formation des armées va peu à peu s'harmoniser, notamment avec un des piliers fondamentaux de la diffusion de la boxe française traditionnelle, la création de l'École normale de gymnastique de Joinville en 1852. Cette évolution et cette recherche d'uniformisation va de pair avec l'évolution de la manière de guerroyer. Comme le disait déjà Napoléon à la fin de son règne, je cite, « C'est par le feu et non par le choc que se décident aujourd'hui les batailles. » En effet, sur le champ de bataille, un changement s'opère. On passe des salves régulières au feu à volonté. Seules les formations en ordre dispersé peuvent tenir face à cette façon de faire la guerre. Qui dit ordre dispersé, dit soldat isolé. Qui dit soldat isolé, dit soldat qui doit pouvoir se défendre seul face à un autre, opposant, même sans autres armes que ses poings et ses pieds. La boxe française va donc avoir toute sa place dans la gymnastique dispensée aux soldats. À partir de 1850, les frères Lecourt commencent à délivrer des diplômes sur lesquels figurent des illustrations représentant des boxeurs au milieu de militaires. On en déduit donc que les militaires, quel que soit leur rang, commencent à s'intéresser à la méthode Lecourt, ou tout du moins à la boxe française en général. Il est impossible de dire formellement quand cette pratique va commencer à être reconnue par les autorités militaires. Mais déjà en 1850, Jules Vallès nous rapporte la chose suivante. À Nantes, près de la rue du Château, j'avais un jour aperçu à la porte d'un cabaret une enseigne qui m'avait crevé les yeux avec ses 2 pugilistes en couleur sale qui boxaient. Sur la porte se tenait un petit homme à mine de chasseur à pieds grisonnants, commune, qui ressemblait à l'un des héros de l'enseigne. Je lui parlais. Il avait été prévôt de chaussons et de danse, au régiment, menuisier maintenant. Il donnait des leçons de savate le soir après avoir fini sa journée. Cette citation est dans Souvenir d'un étudiant pauvre, publié en 1930, dont l'auteur est Jules Vallès, je vous l'ai dit. Ainsi, si l'on s'en réfère au témoignage de Jules Vallès, on observe des prévôts de chaussons dans l'armée dès 1850. À la veille de la guerre franco-prussienne en 1867, un bulletin officiel de la marine, le numéro 40, rédigé par monsieur le ministre de la Marine, encourage le développement de la pratique de la boxe française et du bâton au sein des équipages. Il semblerait d'ailleurs que la marine soit précurseur dans l'institutionnalisation de la boxe française dans l'armée dès 1875.
Elle fixe un programme d'enseignement de la boxe française, de la canne et du bâton. L'autre pilier de la diffusion de la boxe française dans l'armée est l'École normale supérieure de gymnastique de Joinville. Mais ça, nous en parlerons dans un prochain épisode consacré à l'âge d'or de la boxe française. Et donc, en passant de la rue aux salles informelles puis aux salles officielles, la savate devenue boxe française obtient une réelle reconnaissance sociale. Une trentaine d'années a suffi pour assurer cette transformation, même si l'imaginaire romanesque retient parfois l'ancienne appellation de savate. Dans les oppositions, l'assaut à la touche annoncée permet de limiter la mise en danger de l'adversaire. Comme dans les oppositions à l'épée en escrime, la touche est plus symbolique que réelle. Les hors-combat, ou knock-out, sont inexistants et les accidents rares. Ainsi, de par leur ressemblance et leur différence, la boxe française va souffrir de la comparaison avec la boxe anglaise. Mais à cela, la boxe française va connaître chez nous un réel âge d'or qui passera notamment par l'armée, comme je vous le disais, mais cela sera l'objet du prochain épisode. Cet épisode de vulgarisation n'est pas exhaustif et je vous encourage à aller lire la thèse de Jean-François Loucher, maître de conférence à l'université, qui s'intitule « Histoire de la savate, du chausson et de la boxe française 1797-1978 ». Je me suis principalement basé sur son travail de thèse pour réaliser cet épisode. Et je tiens également à adresser tous mes remerciements à Superfab pour son énorme travail de relecture et de correction de cet épisode. Merci à lui et je vous encourage à aller voir son compte Instagram et sa page YouTube qui est riche en termes de contenu, de la méthode Lafont et des arts martiaux français. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode numéro 5 qui sera du coup le 3e consacré à l'histoire de la boxe française traditionnelle. Comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir plus sur les arts martiaux français et pourquoi pas vous mettre à pratiquer, rejoignez le Discord de l'Amicale. Vous trouverez le lien en description dans la bio. Vous pouvez également sur le site de l'Amicale qui est une mine d'or, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis sur la page Instagram du podcast, les esprits du parc de Lyon, où vous y retrouverez d'autres publications en lien avec les techniques, en lien également avec l'histoire du français. N'hésitez pas à y faire tous les liens sont en description. Moi, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était De Savate et d'Épée, le podcast 100% arts martiaux français et pas du tout systématique.